Bonjour, chers étudiants. Ce matin, nous allons aborder la deuxième partie du cours de chirurgie cardio-thoracique. Au cours de la première session, nous avons approché les pathologies thoraciques non cardiaques. Maintenant, nous allons contempler, regarder, analyser cardiaque. Alors, ce cours sera divisé en deux segments. Ce matin, nous allons aborder le premier chapitre du cours relatif au traitement chirurgical des cardiopathies ischémiques. Explorons tout d'abord le champ conceptuel. Définissons le concept ischémie, sa compréhension et dans son extension. Alors, il s'agit d'une réduction de la perfusion sanguine. Ainsi, une cardiopathie ischémique correspond à un déficit d'apport sanguin. Un survol épidémiologique pour nous permettre de mieux comprendre la nécessité d'aborder en profondeur cette pathologie. Évidemment, nous n'avons pas de statistiques disponibles en Haïti. Nous sommes bien obligés d'utiliser les données des autres pays, le plus souvent les États-Unis, la France, qui ne correspondent pas à notre réalité. Des fois, nous essayons d'utiliser des données statistiques des pays de la Caraïbe, des pays d'Afrique, pour que nous puissions nous rapprocher de notre réalité, évidemment, en termes de chiffres. Alors, la cardiopathie ischémique est une cause importante de décès, avec 59 décès pour 100 000 habitants en France en 2021. L'âge moyen d'hospitalisation est de 69,3, avec une prédominance masculine. La mortalité par cardiopathie ischémique est importante, avec un âge moyen au décès de 79,8, plus élevé chez les femmes. La prévalence des cardiopathies ischémiques est en légère diminution depuis 2010 et les années 2010 et 2011, si l'on tient compte de la structure par âge. À l'échelle mondiale, la mortalité liée à ces maladies est également en baisse, diminuant de 138 à 106 pour 100 000 habitants entre 2000 et 2019. 19,8 millions de personnes sont mortes en 2022, soit environ 32% de tous les décès dans le monde. Parmi ces décès, 85% ont été causés par un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Haïti, nous vivons une période de sécheresse des données. Cependant, depuis les années 1987, les études menées nous ont permis de comprendre qu'il existe une sorte de déviation, une sorte de mutation épidémiologique et que les pathologies les plus fréquentes ne sont pas d'origine, ne sont plus d'origine infectieuse, mais plutôt cardiovasculaire et oncologique. Le cœur est un tissu aérobique. Son métabolisme intrinsèque représente 0,5% de la consommation d'oxygène, évidemment, sous une régulation neuro-hormonale. La vascularisation du cœur, un peu complexe, doit être maîtrisée. Le cœur est vascularisé par deux artères issues de l'aorte, l'artère coronaire gauche
divisée de par son tronc en artère circonflexe et descendante antérieure ou artère interventriculaire antérieure. L'artère circonflexe va irriguer la partie latérale gauche du cœur, tandis que la descendante antérieure va irriguer la partie antérieure du cœur en donnant des artères diagonales, des artères septales. L'artère coronaire droite qui descend jusqu'au niveau de la croix du cœur donne naissance à la descendante postérieure ou artère interventriculaire postérieure. Cette artère irrigue la partie postérieure et la partie droite du cœur de par ces rameaux. Évidemment, les rameaux de ces artères vont au niveau de l'oreillette droite et de l'oreillette gauche, au niveau du nœud auriculaire et au niveau de l'anneau de Vucen. Alors, je vous demande de bien reprendre votre anatomie, la vascularisation du cœur dans ses détails, dans ses fins détails, afin de mieux comprendre la pathologie ischémique. Évidemment, il existe une vascularisation nerveuse et les veines du cœur, grandes veines, petites veines, veines cardiaques moyennes, vont drainer au niveau du sinus coronaire et il existe des veines de Tébésius et des veines de Tébésius qui drainent au niveau directement au niveau de l'oreillette droite. Alors, examinons un peu plus en détail la pathogénie de la cardiopathie ischémique. Alors, quand l'oxygène est en manque, quand l'oxygène n'arrive pas en quantité suffisante, quand le sang ne charrie pas, ne pouvant plus charrier la quantité d'oxygène nécessaire, il existe une augmentation de l'extraction de l'oxygène par les cellules. Évidemment, une diminution de la force contractile, un changement au niveau du potentiel d'action transmembranaire et une augmentation de l'oxygène, de l'hydrogène. Alors ici, vous est présenté schématiquement la séquence de dépolarisation et de repolarisation cellulaire et les échanges ioniques transmembranaires générant un potentiel d'action, évidemment l'action aussi des molécules à haute teneur énergétique au niveau des pompes sodium-potassium. Alors, une perturbation de la phosphorylation oxydative est observée puisque la phosphorylation oxydative nécessite de l'oxygène pour brûler les graisses, les lipides, d'abord les glucides, les lipides et à un degré moindre les protéines pour aboutir à la formation d'ATP au niveau du cycle de Krebs. Quand il n'y a pas phosphorylation oxydative, il y a une réduction de la production d'ATP. Alors, le cœur va orienter son métabolisme vers les voies anaérobiques avec accumulation de lactate et dénaturation des protéines. Alors, il se produit des altérations au niveau du réticulum sarcoplasmique. Les lysosomes vont se rupturer. Rappelez-vous, des lysosomes sur des inclusions intracytoplasmiques, pas vrai, contenant des enzymes. Ces enzymes seront libérées et il s'ensuit la mort cellulaire. Alors, cette obstruction et des artères coronaires, cet obstacle à la propagation du flux sanguin, à la délivrance de l'oxygène au niveau du tissu cardiaque, comporte des étiologies. Alors, première étant l'artérosclérose, ensuite la thrombose, l'embolie, les ponts musculaires qui peuvent enserrer
les vaisseaux. Les pathologies inflammatoires qui entraînent une augmentation de la paroi, une hypertrophie, une inflammation, pas une hypertrophie, une inflammation de la paroi obstruant la lumière, la fièvre rhumatismale, la maladie de Kawasaki fréquente au Mexique, la maladie de Takayasu. Ouais. Il peut se produire aussi un spasme coronaire, microvasospasme. Il peut se produire des altérations intrinsèques des artérioles. Et autre situation importante, c'est que le cœur d'un hypertendu, par exemple, ou de quelqu'un avec une myocardiopathie hypertrophique, se voit en position où, même si l'apport sanguin est suffisant, l'hypertrophie requiert beaucoup plus de sang et beaucoup plus d'oxygène. Alors, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie inappropriée. Alors, évidemment, il faudrait associer à ces étiologies les anomalies congénitales des vaisseaux coronaires. Savez-vous, chers étudiants, que les vaisseaux coronaires peuvent anormalement naître de l'artère pulmonaire? C'est le syndrome d'Al-Kappa. Alors, quand vous recevez un jeune avec cardiopathie ischémique, il faut penser à cette anomalie congénitale, puisque d'après les études épidémiologiques, cette pathologie frappe le plus souvent les individus en âge avancé. Alors, autrefois, on classifiait ces pathologies en entités. Angine stable, l'angine que vous rencontrez couramment et qui est suffisamment abordée, suffisamment répétée de par tout le long de votre parcours. L'angine instable, l'angine de Prince-Métal, l'angine peut-être silencieuse chez la femme et chez les diabétiques, l'infarctus du myocarde. Alors, on a maintenant divisé les pathologies ischémiques en syndrome coronarien aigu. Alors, le syndrome coronarien aigu peut être contemplé en syndrome coronarien aigu avec sous-décalage persistant du segment ST, en rapport avec une occlusion complète et durable d'une artère coronaire, nécessitant une revascularisation urgente, soit par fibrinolyse, soit par angioplastie. Le syndrome coronarien aigu sans sous-décalage du segment ST, dans lequel les syndromes dans lesquels l'occlusion coronaire est partielle ou intermittente. Alors, au sein des syndromes coronariens sans sous-élévation du segment ST, on distingue l'infarctus du myocarde sans ONQ, encore l'infarctus du myocarde sous-endocardique, et l'angine de poitrine instable, suivant qu'il y ait ou non libération du marqueur de la mycose myocardique. Alors, les syndromes coronariens sans segment ST constituent une entité clinique hétérogène, dont le pronostic est également hétérogène et dont la prise en charge repose sur une stratification du risque permettant d'orienter le malade vers la stratégie thérapeutique la plus adaptée. Alors ici, nous regardons l'électrocardiogramme des patients avec syndrome coronarien. De côté, nous pouvons contempler le syndrome coronarien aigu sans élévation du segment ST. L'angine stable, alors avec une ontie inversée.
l'infarctus du myocarde sans zone Q, pas vrai? Et de l'autre côté, nous pouvons constater le syndrome coronarien avec persistance du segment ST, surélevé évidemment avec élévation persistante du segment ST, avec une onde Q. Donc, c'est un infarctus du myocarde avec, évidemment, avec des marqueurs comme la troponine et le CKMB. Alors, regardons de plus près cette corrélation entre l'électrocardiogramme et les lésions, les anomalies visualisées. Regardez de ce côté l'infarctus du myocarde sans zone Q. OK? Regardez ici, sans surélévation du segment ST, l'obstruction partielle du vaisseau, et de l'autre côté, les troponines sont augmentées, évidemment, parce que les troponines peuvent ne pas être augmentées de l'autre côté. Cependant, si vous regardez le vaisseau, la lumière du vaisseau est complètement obstruée. Le diagnostic repose toujours sur l'histoire et la clinique et l'examen physique. Je ne vais pas revenir sur votre cours de cardiologie, au cours duquel vous avez appris la démarche clinique aboutissant au diagnostic de syndrome coronarien. Alors, les examens paracliniques sont constitués par l'électrocardiogramme, l'échocardiographie, le cathétérisme cardiaque, la tomographie, l'imagerie par résonance magnétique et la médecine nucléaire. L'électrocardiogramme peut vous montrer, comme vous pouvez le constater ici, une sous-élévation du segment ST, une inversion de l'onde Q, une de l'onde T, la présence d'onde Q. Et dans le cadre de l'évolution même de cette pathologie, on peut mettre du rythme assez important qui accompagne après cette pathologie. L'échocardiographie peut nous montrer les anomalies de la contraction du muscle cardiaque. Ici, nous devrions avoir une image vidéo pour mieux comprendre. Malheureusement, pour ce cours, je n'ai pas pu recueillir les images de vidéo. Ce serait pour les autres promotions, pas vrai? Mais vous pouvez déjà contempler une vue de 4 chambres avec des anomalies de contraction de des ventricules de manière segmentaire. Alors, ici, pour mieux comprendre ces contractions et mieux les, les mettre en relation avec l'électrocardiogramme, avec les lésions, les anomalies au niveau du cœur, du muscle cardiaque, il faut une certaine compréhension de la segmentation cardiaque. C'est 17 segments. Les segments antérieurs, les segments inférieurs, les segments latéraux et septaux. Alors, cette segmentation nous permet de définir les territoires en question par rapport aux anomalies ischémiques. Alors, je peux parler d'un infarctus latéral, d'un infarctus septal, d'une ischémie latérale, d'une ischémie septale, et ils ont leur relation, leur relation avec l'électrocardiogramme, c'est-à-dire qu'un infarctus latéral, par exemple, sera visualisé à l'électrocardiogramme sur V5, V6. Un infarctus inférieur, on a VF. Avoir un infarctus antérieur ou antérolatéral sur V1, V2, V3. Alors, antérolatéral, ce serait V1, V2, V3, V1, V2, V3 pour antérieur et
5-6, 4-5-6, ce serait un infarctus antéro-latéral. Alors, l'angiographie coronarienne nous permet de regarder les lésions, comment réaliser une angiographie coronarienne. Pour réaliser l'angiographie coronarienne, on injecte un produit de contraste au niveau d'une artère, l'artère radiale. D'abord, on envoie, on introduit un guide qui nous amène avec nos pacifications jusqu'au niveau des vaisseaux coronaires. Et quand on injecte le produit de contraste, on peut regarder les vaisseaux. C'est une incidence en araignée. Ici, on peut voir la descendante antérieure et l'artère circonflexe. Ici, on peut regarder l'artère coronaire droite dans sa forme en C, et on peut identifier les zones de sténose. Ici, le scanner, c'est ce examen que l'on peut réaliser en Haïti, et c'est ce examen que je demande le plus souvent pour mes patients parce qu'on ne peut pas encore réaliser l'angiographie coronarienne, mais à Radiolab, on peut opacifier les vaisseaux et prendre des images de scanner pour pouvoir nous permettre de regarder les lésions ici. On peut observer cette lésion ici, de l'artère coronaire gauche, c'est-à-dire de la branche descendante, de l'artère coronaire gauche, de la descendante antérieure, évidemment. Il y a d'autres examens que l'on peut réaliser, comme la médecine nucléaire, qui peut nous permettre de visualiser un cœur normal au stress et au repos, un cœur ischémique, et la nécrose. On peut doser aussi les enzymes. Et cette courbe est à bien maîtriser, à bien comprendre, pour ne pas faire des examens au mauvais momentum. C'est-à-dire, si je recherche une élévation de la troponine, je dois être certain que je réalise le test entre le jour, le J1 jusqu'au J, ok, je la coupe sur la ascendante jusqu'au J2. Et le pic, le moment idéal pour réaliser cet examen, c'est toujours J2 parce que c'est à ce moment que le dosage peut nous montrer un pic de la concentration des enzymes. Par contre, on peut toujours essayer au J3, J4, mais à partir de J5, de J4, J7, il y a une diminution. Il faut comprendre qu'il peut y avoir une diminution. On peut faire ce même exercice pour les autres enzymes cardiaques, comme la myoglobine. Regardez la courbe de la myoglobine avec un pic entre 0 et 1. Regardez la courbe du CKMB, ok, avec un pic et jour. Tout ce sont des éléments qui nous permettent de réfléchir sur le momentum et d'évaluer et d'interpréter avec beaucoup plus d'efficacité les résultats. Alors, on peut classifier les lésions coronaires en type A, type B et C en fonction de l'anatomie pathologique de ces vaisseaux, macroscopique de ces vaisseaux, des vaisseaux qui peuvent être, je dirais, lésés, devenus tortueux, avec des obstructions, avec des anomalies. Et en examinant ces vaisseaux, on peut les classifier en type A, type B et type C. Alors, il existe, en fonction des vaisseaux qui sont lésés, une classification et qui aboutit à un score, c'est le syntax score. Notez bien qu'il peut exister une dominance gauche si l'artère coronaire, si l'artère circonflexe donne naissance
à la descendante postérieure et une dominance droite si l'artère coronaire droite donne naissance à l'artère descendante postérieure, interventriculaire postérieure. Et ce regard porté sur la dominance nous permet de regarder les différents segments des artères. Et en fonction de la nappe pathologie macroscopique, l'anatomie pathologique macroscopique des vaisseaux, leur tortuosité, leur occlusion, leur trification, leur bifurcation, la présence de thrombus, la présence de maladies diffuses, on peut déterminer le syntax score. Et quand le syntax score est supérieur à 22, on doit réaliser une intervention chirurgicale. Or, le syntax score qui vous est présenté ici et dans ces détails que je vous demanderai de bien l'examiner. Alors, le premier traitement que l'on peut offrir à nos patients présentant un syndrome coronarien aigu est le traitement médical, style de vie, ouais, agent pharmacologique et la fibrinolyse. OK? Et sachez bien que nous disposons des agents pharmacologiques dans nos hôpitaux et que les médecins, le plus souvent, peuvent prêcher un style de vie, pas vrai, autour de l'alimentation, autour de la réalisation de certains de, de manœuvres pouvant permettre, pas vrai, une réduction du poids, une réduction des dépôts de graisse au niveau des vaisseaux coronaires. Les agents pharmacologiques peuvent être utilisés, pas vrai. Nous connaissons les dérivés nitrés, on peut utiliser la morphine, on peut, quand un patient arrive avec un syndrome coronarien, le traitement médical est connu par les médecins. La fibrinolyse n'est pas encore réalisée en Haïti. Je ne sais pas si dans certains centres très compliqués, si dans certains milieux, on arrive à se procurer des fibrinolytiques, mais je ne suis pas sûr que, euh, que ces médicaments peuvent être, je ne suis pas trop sûr, peuvent être utilisés en Haïti. Donc, la revascularisation doit toujours compléter et non remplacer un traitement médical optimal. Le traitement médical doit être réalisé. Alors, le traitement médical ne permet pas de corriger complètement, c'est-à-dire la pathologie. Alors, il existe en cardiologie interventionnelle une procédure qu'on appelle l'angioplastie transluminale percutanée et qui consiste à introduire un guide au niveau de l'artère radiale, à remonter jusqu'au niveau des vaisseaux coronaires et tout en étant appuyé par la fibrose, non, tout en étant appuyé par le CIA, on peut repérer les vaisseaux et les dilater avec un ballon et mettre en place un stent et des fois un stent avec des produits tacrolimus, le sirolimus, pouvant permettre une plus grande durabilité de la perméabilité. Alors ici, nous visualisons le vaisseau, le ballon et le stent. Le vaisseau, le guide, le ballon et le stent qui est libéré évidemment en utilisant la technique de Sendinger en passant par l'artère, cette fois-ci fémorale, on peut passer aussi par l'artère radiale. Alors, il faut évaluer préopératoirement
un patient de manière minutieuse avant de réaliser un pontage aorto-coronarien ou une intervention coronarienne percutanée. Alors, ici, un schéma, un graphe, un graphe pour vous montrer par la mortalité chez les patients avec angine stable sur le long terme. Ici, la mortalité relative pour des patients ayant bénéficié soit une reperméabilisation, une revascularisation, soit un traitement médical. Vous pouvez constater que les patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical ont une évolution beaucoup plus favorable. Ici, les patients ayant subi une angioplastie percutanée contre ceux qui ont subi le traitement. Regardez aussi que les patients ayant bénéficié d'une angioplastie percutanée, eux aussi, ont une durée de vie, pas vrai, ont une mortalité, pas vrai, c'est-à-dire une mortalité inférieure par rapport à ceux qui sont traités médicalement. Alors, la mortalité chez les patients ayant bénéficié d'une revascularisation chirurgicale contre ceux qui ont bénéficié d'une angioplastie percutanée, on peut remarquer que la mortalité relative est beaucoup plus élevée, sensible, pas tellement élevée, mais élevée quand même par rapport à ceux qui ont bénéficié d'une revascularisation. Alors ici, vous est présenté les classes de recommandation. Il y a les niveaux de recommandation. Et il y a les classes de recommandation. Alors, le niveau A résulte de données issues de méta-analyse. Le niveau B dérive d'analyse au niveau d'une seule institution. Et le niveau C, c'est le niveau où les experts ont décidé. Il existe plusieurs classes aussi, classe 1, classe 2A, 2B, 3. Ce sont les recommandations, ce sont les situations et dans lesquelles se trouve le clinicien, le chirurgien, et il doit s'appuyer sur ces recommandations afin de pouvoir prendre des décisions. Alors, ici, le guideline de l'Association américaine de cardiologie, de l'autre côté, le guideline de la société, je dirais, des recommandations après, et permettre aux chirurgiens d'avoir des outils décisionnels efficaces. Alors, ici, je vous présente un graphe vous montrant la mortalité post-opératoire des patients ayant subi une revascularisation isolée par rapport à ceux qui ont bénéficié d'une chirurgie combinée. C'est-à-dire, des fois, quand on réalise la chirurgie, on doit se mettre en tête qu'il peut exister d'autres anomalies. Et ces autres anomalies doivent être recherchées. Et si vous trouvez, par exemple, une sténose aortique, par exemple, qui est accompagnée d'une cardiopathie ischémique avec occlusion de l'artère coronaire
gauche, par exemple, vous devriez réaliser ces deux interventions. Et même, je dois vous dire qu'on peut réaliser des interventions, je dirais, en même temps pour une occlusion des valves, une occlusion de la carotide et une occlusion, je dirais, une endartérectomie pour la carotide et une revascularisation des artères coronaires. Alors ici, c'est pour vous montrer que la mortalité est beaucoup plus élevée quand vous réalisez une intervention simple par rapport à la réalisation d'interventions beaucoup plus compliquées. Alors, l'infarctus du myocarde présente ces complications. Ça va des troubles du rythme, fibrillation auriculaire, fibrillation ventriculaire, bloc. Je vous demande de regarder les troubles du rythme, d'aller les regarder dans votre cours de cardiologie. Le choc cardiogénique peut survenir à la suite d'un infarctus du myocarde. Ce choc cardiogénique s'explique par l'incapacité du cœur à se contracter pour envoyer le flux sanguin au niveau de la périphérie. Une insuffisance mitrale se comprend puisque les piliers, les cordages sont vascularisés par les vaisseaux. Et si ces vaisseaux sont bouchés, il peut se produire rupture de cordage, rupture de piliers et même rupture du septum et même rupture de la paroi, qui est une complication grave mais abordable. Et alors, quand il se produit ces complications dites mécaniques de l'infarctus du myocarde, j'ai oublié de l'anévrisme ventriculaire qui peut se produire aussi. Alors, quand vous avez ces complications mécaniques graves, alors un professeur m'a passé une expérience. Quand vous avez les complications mécaniques, vous laissez le patient en ICU, vous donnez 24 à 48 heures. Et c'est l'évolution du patient qui, dans ce cas de gravité extrême, c'est cette évolution qui va guider effectivement vos attitudes. Alors, quand est-ce qu'il faut opérer un patient? Alors, quand il s'agit de lésions du tronc coronaire de plus de 50%, de lésions trivasculaires associées à une mauvaise fonction, de lésions de deux vaisseaux de plus de 70%, des lésions univasculaires de type C, rappelez-vous de la classification, un échec de l'angioplastie primaire et l'angine débilitante. Alors, il existe des algorithmes pouvant vous permettre de déterminer si vous allez réaliser une angioplastie primaire ou si vous allez réaliser, par vrai, une chirurgie de revascularisation. Et vous voyez encore que le syntax score est encore présent et pour guider, par vrai, votre choix. Alors, en 2021, qu'est-ce qui s'est passé? L'association la Société de cardiologie américaine a actualisé des recommandations sur les, les attitudes à observer en présence des cardiopathies ischémiques. Alors, ces recommandations ont remplacé celle de 2011 concernant l'angioplastie primaire et le pontage aorto-coronarien. Alors, les chirurgiens ont répondu qu'ils n'approuvent pas ces recommandations, car ne reflétant pas leur interprétation des données probantes sur le traitement optimal des patients atteints de cardiopathie ischémique. Je dois vous dire qu'il existe des différences entre les cardiologues et les chirurgiens sur la chirurgie et l'angioplastie. Alors, la tendance des cardiologues interventionnels, c'est d'étendre, pas vrai, l'angioplastie à plusieurs vaisseaux, même dans des conditions anatomiques défavorables, tandis que les chirurgiens eux-mêmes préfèrent se tenir aux recommandations
aux indications formulées et approuvées de la chirurgie. L'évaluation préopératoire comprend les femmes peuvent développer une angine silencieuse, une angine stable, le syndrome coronarien aigu sans décalage du segment ST. Notez quand il n'y a pas de sous-décalage du segment ST, le traitement médical associant une double antiagrégation plaquettaire, et je parle de l'aspirine et du clopidogrel, et une anticoagulation à base d'héparine ou des autres dérivés, et une anticoagulation parentérale et un traitement anti-angineux est essentiel. Cependant, ce traitement médical doit être complété par une angiographie précoce en vue d'une revascularisation. Quand il s'agit du syndrome coronarien aigu avec sous-décalage du segment ST, il faut reperfuser dans les 2 à 3 heures. Après 6 heures, le bénéfice de la reperfusion est limité. Alors, toute la place de la fibrinolyse dans les milieux où il n'existe pas dans les milieux où l'on ne peut pas réaliser l'angioplastie primaire, après. Alors, on recommande un délai de jusqu'à 120 minutes entre le premier contact médical et l'angioplastie coronaire. 120 minutes. OK? Alors, le délai entre l'arrivée à l'hôpital et le départ devrait être inférieur à 30 minutes. Nous ne pouvons même pas réaliser l'angioplastie primaire en Haïti, non. Mais vous devriez connaître ces notions, vous devriez posséder ces notions pour que vous puissiez être à même d'être efficace comme médecin. Alors, il existe d'autres pathologies à rechercher. La myocardiopathie ischémique et une dysfonction ventriculaire. Pas vrai? On peut réaliser pas vrai, une tomographie par émission de positrons, pas vrai, pour pouvoir vérifier pas vrai, ces anomalies, l'intégrité de la membrane cellulaire par tomographie, pas vrai, l'émission monophotonique, pas vrai, au thallium 201 ou au technétium 80, ou la réversibilité de la cinétique systolique de la paroi par échographie de stress à la tobutamine. Pas vrai? Alors, s'il existe une valvulopathie concomitante, je dois vous affirmer qu'on doit, pas vrai, qu'on doit réaliser aussi un pontage et une chirurgie valvulaire. Alors, la mortalité, ok, ce tableau vous est déjà présenté, c'est une redite, pas vrai, et au niveau de ce cours. Maintenant, quelles sont les voies d'abord qu'on doit, la sténotomie médiane, pas vrai, la thoracotomie, quelles sont les greffes que l'on peut utiliser? Alors, je dois vous dire, avant de regarder avec vous les greffes, je dois vous dire que la tendance actuelle, c'est de plutôt privilégier la chirurgie d'évasion minime, OK, pour pouvoir aborder ces pathologies. Alors, la thoracotomie, la mini-thoracotomie, la thoracotomie sous-mammaire, et constitue, ces procédures pouvant éviter une grosse cicatrice et la douleur et la morbidité liée à une sténotomie médiane. Alors, on peut utiliser l'artère mammaire interne, la saphène, la radiale, la gastro-épiploïque et l'épigastrique inférieure. Alors, il y a des scores nous permettant d'évaluer le risque opératoire, le haut score et le score de la Société des thoraciques surgeons. La vascularisation peut se réaliser sous circulation extracorporelle ou bien sans circulation extracorporelle. Sous circulation extracorporelle,
avec ses complications comme le syndrome inflammatoire aigu, après, les déficits neurologiques, l'accident cérébrovasculaire, le coma, l'insuffisance rénale, mais la revascularisation sous circulation extracorporelle reste le gold standard. On peut utiliser la revascularisation sans circulation extracorporelle en utilisant évidemment la pieuvre et le stabilisateur pour permettre au chirurgien, avec un cœur battant, de pouvoir réaliser son anastomosie. Alors, après 10 ans, 50 à 60% des greffes de Safen sont perméables. Alors, en ce qui a trait à l'enterrement interne, de 90% après 10 ans, euh, les greffes sont toujours perméables. Et pour la gastro-épiploïque, etc. Donc, ce sont des vaisseaux qui offrent beaucoup moins de résistance par rapport au temps. Évidemment, il existe une chirurgie des complications. Quand il y a rupture septale, on doit préparer. Insuffisance mitrale, on doit soit remplacer la valve, soit réparer la valve. On privilégie la réparation valvulaire. Rupture pariétale, on doit intervenir. Dans le cas de choc cardiogénique, on doit placer le patient en ICU et de déterminer, d'apporter la correction nécessaire permettant à son corps de reprendre son fonctionnement. C'est de chirurgie, c'est l'échocardiographie, le suivi post-opératoire dans l'immédiat. Les patients sont acheminés en ICU pour la prise en charge de leur état hémodynamique, pas vrai, et respiratoire. Et parfois, des patients nécessitent des amines, pas vrai, que le cœur puisse euh, continuer à fonctionner. Pas vrai? Parfois, on est obligé, pas vrai, de mettre un ballon de contribution aortique pour corriger la défaillance cardiaque et qui peut survenir. Pas vrai? Et n'oubliez pas qu'il existe toujours le syndrome de perfusion que je vous demande d'aller regarder. Le suivi à long terme, ce sont des patients qui seront évalués périodiquement à long terme et qui seront toujours bénéficiaires de traitement médical et d'une évaluation périodique. Les complications sont représentées par le saignement, l'insuffisance cardiaque, l'infarctus, l'infection, les complications neurologiques, les complications rénales. Alors, ces schémas vous sont déjà présentés sous forme de les résultats de ces études sont déjà condensés dans des graphes. Alors, il existe plusieurs études qui ont démontré la supériorité du traitement médical, du traitement interventionnel sur le traitement médical et la supériorité du traitement chirurgical sur le traitement interventionnel. Pour le site, peut-être regarder ainsi une mortalité de 0,8 à 1%, 3,7% de 60 à 70 ans. Quand vous êtes hypertendu, 2,7%. Quand la fraction des études est inférieure à 30%, 4%. La survie de 90% à 5 ans, de 70% à 10 ans. Alors maintenant, puisque la science évolue, la science médicale évolue de manière fascinante, alors on peut combiner dans une même salle d'opération, ouais, la revascularisation chirurgicale et l'angioplastie percutanée ainsi que la mise en place de stent. Et en 2015, on considérait cette, cette innovation comme futuriste, et cependant, ces réalisations, ces procédures se réalisent au quotidien dans différents centres de par le monde. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que les gens n'aiment pas les grosses cicatrices et la chirurgie a évolué et que vous présentez un pontage aortocoronarien mini évasif.
et la chirurgie robotique s'est mis dans la bataille, permettant de réaliser des interventions avec beaucoup plus de précision. Évidemment, il existe des patients sur lesquels on ne peut pas intervenir en raison même de la typologie des vaisseaux du type C, des comorbidités liées à la pathologie ischémique et des vaisseaux qu'on ne pourra pas anastomoser. Alors, à ces patients, on offre, pas vrai, la revascularisation transmyocardique qui consiste à réaliser des trous, comme vous le voyez au niveau du cardiaque, et permettre la revascularisation. Alors, il existe aussi la thérapie génique à partir des cellules souches. Comment on fait pour le patient ayant au niveau de leur pancréas des anomalies empêchant la production d'insuline? On peut placer des cellules souches au niveau du cœur et ces cellules souches peuvent combler le vide cellulaire créé par l'infarctus du myocarde. Ce n'est pas une invention de ces dernières années, c'est une invention qui date d'une vingtaine d'années. En conclusion, vous devriez vous-même, étudiant, posséder ces connaissances pour que vous soyez capable de réaliser une prise en charge médicale et d'ouvrir une fenêtre vous permettant de comprendre que dans le futur, dans le présent, d'abord, on a besoin d'une angioplastie primaire. On a besoin de la chirurgie de revascularisation et que toute la société puisse travailler ensemble pour mettre en place les infrastructures nécessaires nous permettant de prendre en charge nos patients victimes de cardiopathie ischémique. Je dois vous dire ce que la médecine haïtienne fait aujourd'hui à nos patients cardiaques reste une injustice parce qu'il existe tout un ensemble de possibilités, tout un ensemble de procédures permettant d'élever le niveau de la médecine que nous pratiquons et permettre à nos patients d'évoluer de manière beaucoup plus favorablement par rapport à leur maladie et ne pas avoir à se déplacer pour aller en République dominicaine, à Cuba ou au Mexique pour la réalisation de procédures couramment utilisées dans la Caraïbe. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.